Ça marche là? Ah voilà. Effectivement, c'est moins pire. Donc j'aurais voulu vous parler de Ricoeur pour essayer de proposer une manière de dépasser au fond le problème auquel on est arrivé la dernière fois. Et puis puisque c'est plus cohérent, il me semblait aussi, avec le parcours qu'on a fait, qui consistait à prendre quelques grands textes de philosophie du soin et voir comment ils rencontraient la question de l'hôpital. Et donc encore une fois, j'oublie pas les deux thèmes qui étaient prévus. Et je suis content que vous les ayez attendus, mais ce sera peut-être plutôt pour la séance de rattrapage. En mai-juin, je ferai une séance supplémentaire. On verra avec Cynthia quand on pourra la programmer. Au fond, je voudrais vous parler d'un texte très connu de Paul Ricoeur, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, un texte intitulé les 3 niveaux du jugement médical. Les 3 niveaux du jugement médical, un article qui a été repris dans un volume de Ricoeur intitulé Le Juste 2, parce qu'il a fait 2 volumes qui avaient le même titre, donc Le Juste 2, et qui est paru sous une première forme. C'était une conférence qu'il a faite en Allemagne, à Fribourg, en 1997. Et en fait, vous allez voir pourquoi je voudrais en parler, parce que je voudrais voir comment il cherche dans ce texte à répondre à un défi qui est concentré dans une phrase qui n'est pas assez célèbre, je trouve, et qu'il est très important de rappeler dans notre parcours. Et donc, ça m'importe beaucoup de commenter cette phrase et de voir comment il dépasse la contradiction qu'il y a dans cette phrase, et qu'il est aussi celle, finalement, je crois, celle sur laquelle on a buté la semaine dernière. Et cette phrase de Ricoeur, qui me paraît très importante pour notre parcours et pour le cadre général où on se situe, de philosophie à l'hôpital, etc., avec tous les thèmes qu'on a abordés et tous les textes qu'on a affrontés. Cette phrase de Ricoeur, dont je repartirai donc assez directement, je vais la commenter d'abord rapidement et puis après montrer quelle est sa stratégie où est-ce qu'elle apparaît dans ce texte et pourquoi. Cette phrase de Ricoeur, c'est la suivante. La souffrance est privée. La souffrance est privée, mais la santé est publique. La souffrance est privée, mais la santé est publique. C'est une phrase très étonnante qui intervient au cœur de l'article. L'article de Ricoeur, donc les 3 niveaux du jugement médical, est en fait un article sous ce titre un peu technique, les 3 niveaux du jugement médical. Ce n'est pas un titre très, disons, lyrique, c'est un titre assez technique en apparence, comme ça. C'est un texte très important qui distingue 3 niveaux, on pourrait dire, de l'éthique médicale. Pas seulement du jugement médical, mais de l'éthique médicale, ou de la décision médicale. Donc finalement, de l'éthique médicale. Et dans ce texte, Ricoeur retrouve même les 3 niveaux de sa philosophie morale en général, les 3 niveaux de l'éthique dans sa pensée d'ensemble. Et cette phrase, la souffrance est privée mais la santé est publique, intervient au cœur de l'article pour désigner au fond un point de contradiction irréductible et en même temps montrer comment il faut pour y répondre, jamais entièrement, car au fond c'est une contradiction où il dit plutôt un paradoxe qu'une contradiction d'ailleurs. Ce paradoxe ou cette contradiction, la souffrance est privée mais la santé est publique, tout se passe comme si, pour y répondre, il fallait toute l'expérience morale de l'humanité, en fait. Et toute cette expérience morale qui se déploie en 3 éthiques, 3 niveaux de l'éthique, mais dont l'ajustement n'est jamais parfait et dont les contradictions restent nombreuses. Et au cœur des contradictions de l'éthique, il y a cette contradiction, la souffrance est privée, mais la santé est publique. Alors évidemment, donc ce que je voudrais faire, c'est d'abord commenter cette phrase un peu librement, et puis après voir comment Ricoeur y arrive
Et on repart d'ailleurs, puisqu'elle est au milieu de l'article, hein, qu'il y a donc 3 niveaux de l'éthique médicale qui sont faits en un certain sens pour conduire à cette phrase et pour en repartir, pour montrer comment c'est un point de butée presque irréductible, et en même temps, évidemment, on ne peut pas s'en contenter. Donc la souffrance est privée, mais la santé est publique. Je pense qu'il y a 2 points très importants dans cette phrase. Le premier point, c'est évidemment le privé et le public. Je le reviendrai tout à l'heure quand je résumerai le mouvement de l'article, on est dans une situation où deux points de vue s'opposent, non seulement sur la médecine, mais sur le malade. Un point de vue privé ou individuel, qui va prendre en compte son expérience individuelle dans la relation clinique, et puis un point de vue public ou politique. Et au fond, c'est un des points qu'on a vu la dernière fois, une des contradictions qu'on a vues la dernière fois. C'est-à-dire, faut-il considérer que l'expérience de la médecine est d'abord une expérience de la souffrance individuelle, de l'expérience clinique du malade qui appelle le médecin, ou bien d'abord une expérience politique, finalement, de gestion des problèmes de santé dans une société. Et Ricoeur retrouve cette contradiction et il la pose en un certain sens comme inévitable. C'est-à-dire, au fond, les 2 points de vue sont nécessaires. On ne peut pas sacrifier un point de vue à l'autre. C'est-à-dire que le point de vue du privé, de l'expérience individuelle, est évidemment indépassable, irréductible. Et quand Ricoeur dit privé, ce n'est pas négatif, ce n'est pas au sens de la propriété privée, évidemment. Personne n'a envie d'avoir sa souffrance à lui tout seul, comme une propriété qu'il ne peut pas partager. C'est plutôt au sens de l'intime, de l'irréductible, du subjectif. Privé, la souffrance est privée, c'est plutôt parce que c'est une privation de quelque chose que parce que c'est une appropriation de quelque chose. La souffrance est privée comme privation, et même d'une certaine façon, c'est une des définitions de la souffrance, c'est qu'elle nous prive de quelque chose. Donc c'est plutôt au sens de cette perte, de ce repli sur soi, que produit la souffrance. Et évidemment, Ricoeur a beaucoup écrit sur la souffrance. Il a écrit un petit texte qu'on a réédité récemment qui s'intitule « Souffrance et douleur », dont on pourra dire un mot en passant tout à l'heure. Où il reprend, tout en la critiquant, cette distinction entre souffrance et douleur. Donc il y a cette idée que la souffrance est forcément privée et individuelle, mais que d'un autre côté, on ne peut pas se contenter de ce point de vue sur la maladie. Il faut aussi envisager, pour des raisons de justice, pour des raisons de répartition des soins dans une société, il faut aussi envisager, évidemment, le point de vue public. Je cite, « Le fossé ne peut que se creuser entre la revendication d'une liberté individuelle, donc ça c'est dans la décision médicale, et la préservation de l'égalité dans la distribution publique des soins. » La distribution publique des soins sous le signe de la règle de solidarité. Sous le signe de la règle de solidarité. Et donc, la dernière fois, ce qu'on a vu, c'est plutôt une opposition très frontale entre, d'un côté, l'expérience individuelle et d'un autre côté, le pouvoir politique. Là, dans cette phrase de Ricoeur, c'est même pas une contradiction entre la souffrance et le pouvoir. Vous voyez, c'est pas une contradiction entre la souffrance du malade et le pouvoir du médecin. Ce n'est même pas une contradiction entre un bien et un mal, c'est une contradiction entre deux dimensions du bien, en quelque sorte. La prise en compte du point de vue individuel et la prise en compte du point de vue public. On doit tenir compte, pour traiter un malade, à la fois de son expérience subjective irréductiblement individuelle, d'un côté, et de l'autre part, de son inscription dans une société où s'appliquent des règles de justice. Donc, c'est évidemment un point très important. Donc, c'est un premier aspect sous le signe duquel on peut dire que cette phrase nous permet de reprendre la contradiction de la dernière fois sur laquelle on s'était un peu arrêté et dont je voulais repartir pour qu'on ne reste pas aussi sur le sentiment de contradiction qu'on avait un peu exploré la dernière fois. Donc, c'est le premier enjeu que je commente librement dans la phrase, que je trouve tout à fait magnifique par certains côtés. La souffrance est privée, mais la santé est publique. Une contradiction entre deux logiques, et cette contradiction ne peut pas se dépasser.
Ricoeur dit même, elle ne fera que se creuser. Elle ne fera que se creuser avec les progrès de la médecine. Hein, je cite encore, si vous voulez, il ne faut pas s'étonner si ce conflit sur le front de la santé publique ne cesse de s'aggraver, vu le coût de plus en plus élevé de la recherche en biologie médicale, celui d'exploration du corps humain et d'intervention chirurgicale hautement sophistiquée, le tout aggravé par l'allongement de la vie humaine, pour ne rien dire des attentes déraisonnables d'une opinion publique qui demande trop à un corps médical dont elle redoute par ailleurs les abus de pouvoir. Vous voyez, il y a une sorte de... Le fossé ne va pas s'alléger entre la souffrance privée et la santé publique. Donc il ne va faire que se creuser. Ce conflit, sur le front de la santé publique, ne cesse de s'aggraver, etc., comme dans la phrase que je viens de dire. Et il y a un autre point que je voudrais commenter très librement, avant de revenir au mouvement du texte de Ricoeur. C'est évidemment, il y a quelque chose qui nous frappe dans la formulation. Hein. C'est toujours, évidemment, aussi dans la puissance de synthèse des philosophes qu'on voit leur philosophie. Hein. Et évidemment, il y a une contradiction qui nous frappe dans l'énoncé de Ricoeur, qui n'est pas seulement entre le privé et le public, mais entre la souffrance et la santé. Et là, on peut se demander, est-ce que c'est seulement un jeu de mots ? La souffrance est privée, mais la santé est publique. Alors, est-ce que c'est seulement un jeu de mots, puisqu'on a l'expression de santé publique ? On parle d'enjeu de santé publique, c'est-à-dire c'est... Et on pourrait se dire c'est seulement un jeu de mots, parce que Ricoeur veut opposer au fond deux points de vue, la maladie vue du point de vue individuel et vue du point de vue public ou politique. Et il reprend pour ça l'expression consacrée dans les institutions même de santé publique. Hein. C'est un problème de santé publique, il y a des lois sur la santé publique. Une expression c'est finalement une expression de sens commun. Hein. Mais on peut aussi se demander si Ricoeur ne va pas un peu plus loin. Hein, quand il dit « la souffrance est privée, mais la santé est publique ». Au fond, qu'est-ce que cela implique ? Si on va jusqu'au bout, et on verra en reprenant le texte dans son parcours s'il faut aller jusque-là, hein, si on va jusqu'au bout, ça veut dire au fond, le problème de la santé n'est pas un problème individuel. Le problème de la santé n'est qu'un problème public. L'expérience médicale ne concerne l'individu finalement que par la souffrance et pas par la santé. Alors ça peut paraître paradoxal. Hein. On pourrait dire le but de la médecine, c'est de guérir, c'est de nous faire revenir à la santé, mais d'une certaine manière, au fond, notre santé individuelle ne concerne personne. Hein. Notre santé individuelle ne concerne personne, et le but d'arriver à le but est moins pour la médecine de nous faire parvenir à une santé, en tout cas à une santé parfaite. Hein. Ça renverrait aussi à le problème qu'est-ce que c'est que la santé, hein. Est-ce qu'il faut définir la santé par l'absence de maladie ? Est-ce qu'il faut la définir par un bien-être complet ? Je ne vais pas ici faire une sorte de philosophie, reprendre le concept de santé, mais il y a beaucoup d'analyses aujourd'hui sur ce concept de santé, notamment des analyses. On distingue très souvent aujourd'hui le concept de santé négative ou de santé positive. La santé négative, c'est seulement l'absence de maladie, et la santé positive, c'est un état de bien-être complet. C'est par exemple la définition de la santé qu'utilise l'OMS aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé d'ailleurs, hein, qui donc a ce concept dans son intitulé, hein, et qui définit la santé comme un état de bien-être complet de toutes les parties physiques et psychiques de l'être humain. Bon. Au fond, Ricoeur est ici plus du côté du point de vue de l'individu. On part du négatif, hein, et on ne cherche pas à viser une santé parfaite ou une santé absolue, mais plutôt à affronter l'expérience de la souffrance. Affronter l'expérience de la souffrance, et comme il l'a dit aussi dans des textes ultérieurs, jusqu'à la mort. Hein, puisque Ricoeur est l'auteur de ce texte et de cette formule, hein, aussi, qui a beaucoup été commentée ces 15 et 20 dernières années sur
la fin de vie, où il disait il faut rester vivant jusqu'à la mort et accompagner la souffrance jusqu'à la mort. Et donc le but de la médecine, c'est plutôt d'accompagner la souffrance que de procurer la santé. Quand la santé est là, c'est fini. En revanche, c'est fini pour la médecine, ça ne relève plus de la médecine. En revanche, la médecine doit procurer la santé publique. La santé est plus un concept politique qu'un concept médical, finalement. Curieusement. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de santé publique. Peut-être qu'il n'y a de santé que publique. C'est-à-dire, c'est des conditions générales de répartition des soins, de prise en charge des maladies dans une société qui permet de définir les tâches de la santé publique. La santé publique, c'est précisément, alors c'est là qu'il évoque le rôle de l'hôpital. La santé publique, ça n'est plus le rapport d'un médecin et d'un malade individuel, c'est le rapport d'une société à elle-même, sous le prisme de la santé, de la médecine, de l'institution, des institutions qui, en fait, sont plus des dispositifs collectifs traitant des collectivités. Ricoeur dit dans le passage immédiatement avant que je vais citer tout à l'heure, il dit, dans le cas de la médecine hospitalière, je vous cite tout de suite ce passage que je voulais commenter tout à l'heure, dans le cas de la médecine hospitalière, le vis-à-vis du malade tend à devenir l'institution hospitalière elle-même. C'est-à-dire, ça n'est plus le face-à-face d'un individu et d'un individu, mais c'est le face-à-face d'un individu et d'une institution. Dans le cas de la médecine hospitalière, le vis-à-vis du malade tend à devenir l'institution hospitalière elle-même. Cette prise en charge, il s'agit de ce qu'il appelle la prise en charge administrative de la santé publique. La prise en charge administrative de la santé publique. Et au fond, la santé ici, c'est bien plutôt le domaine des institutions que le domaine des individus. Les institutions gèrent ce qui permet de répartir la prise en charge de la souffrance dans une société et d'éviter l'injustice dans cette répartition, alors que le médecin individuel accompagne le malade. Et donc, au fond, d'une certaine manière, nous ne visons pas la santé, nous ne visons pas tant une santé parfaite que nous sommes pris dans des institutions qui cherchent la santé moyenne, comme on a vu la dernière fois aussi, une sorte de moyenne de santé publique, et qui, la santé étant alors un concept, une idée, disons, plus sociale et politique que médicale et individuelle. Bon, donc on pourra revenir sur ce point, mais c'est ça qu'on entend aussi dans cette phrase, la souffrance est privée, mais la santé est publique. On pourrait aussi le dire autrement, si vous voulez. On pourrait dire dans cette phrase, pour reprendre aussi ce qu'on a vu les deux dernières fois avec Canguilhem, la souffrance est une expérience subjective, mais la santé est un concept objectif et social. Et jamais parfaite, mais disons, l'objet d'une politique globale et pas d'un soin ou d'un souci individuel au premier abord. Il faut déplacer le concept de santé. Mais ça n'enlève rien, évidemment, au fait que pour Ricoeur, il s'agit ici d'une très profonde contradiction. Une très profonde contradiction, que notre expérience est déchirée entre l'expérience de la souffrance privée, et les exigences de la santé publique. Les exigences de la santé publique, dont certains pourront dire qu'elle n'a plus rien à voir avec la santé, mais en réalité, peut-être qu'elle nous dit la vérité de la santé.
qui n'est pas une norme parfaite, qui n'est pas une vie sans maladie et sans souffrance, mais qui est plutôt une sorte de recherche sociale du moindre mal partagé, on pourrait dire, du moindre mal partagé. On pourrait peut-être faire analogiquement la même analyse sur l'idée d'éducation. Peut-être qu'on pourrait dire la culture est privée, mais l'éducation est publique, quelque chose comme ça. Et qu'il y a deux dimensions et qu'il faut toujours ajuster, et que ça n'est pas une violence seulement, c'est une nécessité. Et il faut l'admettre comme une contradiction irréductible au cœur de la médecine. Au cœur de la médecine. Il ne faut pas seulement critiquer, comme on l'a peut-être un peu fait la dernière fois, pas seulement critiquer les institutions hospitalières et publiques au nom d'une expérience subjective, mais plutôt montrer qu'on a besoin des deux, et même si elles entrent en contradiction. Car ce que dit Ricoeur, c'est bien qu'elles entrent en contradiction et que finalement, le médecin qui n'envisage que l'un des deux aspects, est toujours incomplet. Et celui qui envisage les deux aspects n'est pas pour autant complet, il est déchiré, mais au moins il n'est pas hypocrite en quelque sorte, il ne traite pas, il ne réduit pas l'expérience de la maladie à un seul de ces deux versants. Et c'est pourquoi je voulais repartir de ce texte aujourd'hui, pour montrer comment dans l'expérience même de la médecine, Ricoeur voit surgir cette contradiction. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de resituer en effet cette phrase et cette contradiction du privé et du public, de la souffrance privée et de la santé publique, dans le mouvement général du texte. Le mouvement général du texte qui ne parle que très peu de l'hôpital, en fait, ne parle presque pas de la santé publique. La phrase que j'ai extraite ne fait que développer une contradiction qui apparaît dans tout usage de la médecine, selon Ricoeur. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de santé publique, même s'il n'y avait pas d'hôpitaux, il y aurait quand même cette contradiction. Il y aurait quand même la contradiction, à un autre degré, moins grave peut-être, mais il y aurait quand même la même contradiction que l'institution de la santé publique ne fait qu'aggraver. Et on l'a vu, une contradiction qui ne va faire que s'aggraver de plus en plus, d'après Ricoeur, en fonction non seulement de la technicisation, mais de la dimension économique de la médecine. Vous voyez ce qu'il dit, le coût de plus en plus élevé de la recherche en biologie médicale, de l'exploration du corps humain, des interventions chirurgicales de plus en plus hautement sophistiquées, etc. Et donc, ce que je voudrais reprendre, c'est maintenant le mouvement d'ensemble de ce texte, très rapidement. Et il a ceci de commun avec les textes qu'on a vus dans la série. C'est pour ça aussi que, plutôt que le programme prévu, je préfère parler de ça aujourd'hui et reporter l'analyse sur l'hospitalisme à la séance supplémentaire. C'est que, comme chez Platon, comme chez Rousseau, comme chez Canguilhem, ce qu'il y a de très étrange, c'est que ce sont des textes qui parlent de la médecine et presque pas de l'hôpital, mais où la question de l'hôpital, de l'institution, apparaît au détour d'une réflexion sur la médecine, mais comme quelque chose à la fois de très indirect, de très masqué, comme s'ils n'avaient pas affronté directement la question de l'hôpital, mais en même temps de très central, et qui révèle quelque chose de la contradiction médicale. Alors, Ricoeur distingue trois niveaux de ce qu'il appelle le jugement médical, et qui sont en fait trois niveaux de l'éthique médicale. Et qui correspondent aux trois dimensions de l'éthique qu'il distingue d'une manière tout à fait générale dans son œuvre, et en particulier dans l'œuvre où il a concentré tout ce qu'il appelle sa petite morale, son grand traité de morale, qui est le livre de 1990, intitulé « Soi-même comme un autre ». Et dans « Soi-même comme un autre »,
Ricoeur avait défini son éthique. D'ailleurs, je peux vous redonner tout de suite la formule de cette éthique, parce qu'elle comprend 3 temps qu'on va retrouver dans les 3 niveaux du jugement médical. Il dit d'ailleurs, alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas hypocrite, mais il dit que c'est par hasard qu'il a retrouvé les 3 niveaux de son éthique dans les trois niveaux du jugement médical. Je cite, hein, « Il se trouve que sans l'avoir délibérément cherché, je retrouve la structure fondamentale du jugement moral telle que je l'expose dans la petite éthique de soi-même comme un autre. » Alors, si ce n'est pas par hasard, c'est encore pire, évidemment. Ça veut dire qu'un philosophe est tellement habité par sa façon de penser que même s'il part d'un autre sujet, il la retrouve malgré lui. Bon, et c'est le cas, évidemment, chez tout le monde, et en particulier, bon, c'est le cas ici chez Ricoeur. Je vous rappelle la formule de soi-même comme un autre, la formule où Ricoeur définissait son éthique, et on va voir comment il l'applique à la médecine, finalement, que ce soit délibérément ou non. Hein. Pour Ricoeur, la vie bonne, la vie juste d'un homme, enfin justement les 2 termes interviennent. Le secret de l'éthique se résume en une phrase, mais une phrase un peu compliquée. Hein. La phrase de Ricoeur, c'est très exactement, je crois que c'est la formule exacte, c'est vivre bien dans des institutions justes, avec et pour les autres. Vivre bien dans des institutions justes, avec et pour les autres. Et il y a donc trois éléments dans l'éthique pour Ricoeur, et on ne peut jamais se contenter du premier. Ce qui est très surprenant, c'est que d'une certaine façon, pour la philosophie traditionnelle, pour la philosophie des Grecs en particulier, les problèmes de l'éthique, c'est comment bien vivre. Hein, ça résume toute l'éthique. Mais justement, non, pas pour Ricoeur. Hein. Et dans la question de la santé publique, on retrouve cette tension, c'est-à-dire je ne peux pas me contenter de vivre bien tout seul. Il faut en plus que je vive bien dans une société. Et l'éthique, c'est justement la question moderne par excellence, ne peut plus se séparer de la politique. Je ne peux plus vivre bien tout seul, mais je dois aussi vivre bien dans des institutions justes. Et puis il y a la 3e partie, avec et pour les autres, que je commenterai tout à l'heure. Je ne peux pas vivre non plus seulement pour moi-même. Donc il y a une sorte de critique implicite de l'égoïsme de la morale traditionnelle. C'est-à-dire que l'idée que l'éthique consisterait à vivre bien, c'est 2 fois égoïste. Parce que d'une part, je ne vis bien que pour moi, et il faut aussi vivre avec et pour les autres. Le avec est très important, hein, au moins aussi important que le pour. Parce que le avec, ça veut dire quoi? Le avec, ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Si je vous dis juste vivre pour les autres, vous allez me dire, ouais, c'est encore un prof de morale, il nous fait un sermon, il faut vivre pour autrui. Hein, et très bien. Et les autres, ils vivent pour qui, hein? C'est comme dans Snoopy, il y a exactement ce dialogue entre Charlie Brown et un autre personnage. Hein. Je crois que c'est, je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Il lui dit, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, Charlie Brown? Et Charlie Brown répond, bah, pour les autres. Et l'autre répond, mais oui, mais les autres, ils sont là pour qui? donc c'est très beau le sermon, hein, il faut vivre pour les autres, mais le avec les autres nous montre que ce n'est pas un choix. C'est que la condition on ne peut pas vivre bien tout seul, ne serait-ce que parce qu'on vit avec les autres. Bon, donc le pour, il vient en fait compléter le avec, qui n'est pas un choix. Et de même, on ne peut pas choisir de vivre sans institution. Donc la pensée de Ricoeur de l'éthique, ça a l'air bizarre, parce que c'est une éthique à rallonge, vous voyez, comme s'il fallait rallonger le vivre bien. Vivre bien dans des institutions justes, avec et pour les autres. Mais en réalité, cette rallonge, elle nous est imposée. Hein. Cette rallonge, c'est plutôt un rappel qu'une rallonge. Hein. C'est le rappel contre un oubli, c'est-à-dire qu'on pense qu'on peut vivre bien, point. On ne peut pas juste vivre bien. Et si vous vous contentez de vouloir vivre bien, vous oubliez justement deux rapports à autrui qui sont présents dans l'éthique. Et les institutions justes, eh bien, ça rentre en tension avec le vivre bien, en réalité, exactement comme la santé publique avec la souffrance privée. Donc en fait, Ricoeur retrouve son idée, il repart de la médecine. Ricoeur, c'était quelqu'un de très scrupuleux, hein, on lui proposait de réfléchir sur la médecine, il réfléchissait sur la médecine. Et au cœur de la médecine, il retrouve la question de la justice. Hein. Et quand il dit ce qu'il n'a pas fait exprès, il faut le croire. C'est-à-dire il s'attaque à la question de la médecine pour elle-même, et au cœur de la médecine, il retrouve la même contradiction que dans toutes les expériences morales, c'est-à-dire je ne peux pas me contenter de la souffrance privée. Il faut que je retrouve aussi la santé publique.
Et de même, dans ma vie en général, eh bien, si je veux vivre bien, je dois aussi défendre et soutenir et vivre pour des institutions justes. Hein, c'est la question que pose aussi Adorno dans un texte célèbre qu'a repris récemment Judith Butler dans une très belle conférence qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» et la question que pose Judith Butler, qui est très proche de celle de Ricoeur, c'est la question « Comment peut-on vivre bien dans un monde mauvais ?» Et comment puis-je être un homme bon dans un monde injuste? Puisque le simple fait de ne vivre que pour vivre bien dans un monde qui est injuste me rend injuste, me rend déjà en partie solidaire de l'injustice. Donc si le monde est injuste, je ne peux pas vivre entièrement bien. Je ne peux pas être un homme bon dans un monde injuste. Donc je dois intégrer la question de la justice dans la question du bonheur. L'idée que je puisse me contenter de vivre bien tout seul, en fait, est déjà trop tard. Hein. Et tu veux vivre bien, mais pendant que tu vivais bien, tu as consenti à des injustices sociales, à des injustices politiques, à un certain nombre de choses. Et personne ne peut se désintéresser de la justice, en gros. Personne ne peut se désintéresser du problème de la justice. Hein, et des injustices aussi. Pardon si aujourd'hui, même avec le micro, n'hésitez pas à me faire répéter ou reprendre. Et donc, vous voyez bien que ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette contradiction entre la souffrance privée et la santé publique, elle n'est qu'une des facettes de la contradiction plus profonde dans l'expérience humaine entre le bien et le juste, hein, entre la vie individuelle et l'expérience sociale, et la condition sociale de l'être humain. Hein. Donc vivre bien dans des institutions justes, avec et pour les autres. Hein. Alors, c'est cette trilogie, c'est ces trois temps de la vie éthique qu'on va retrouver dans ces trois niveaux du jugement médical. Mais on va les retrouver d'une autre façon en suivant en quelque sorte l'ordre de l'expérience médicale. Hein, l'expérience médicale. Alors, pourquoi est-ce que Ricoeur parle de jugement médical? Évidemment, ça peut surprendre. Peut-être vous allez me dire c'est un lien avec la justice. Oui et non, il y a un lien avec la justice, mais en fait, c'est plutôt un sens plus classique de la question du jugement que reprend Ricoeur ici. Hein, c'est plutôt un sens de la notion de jugement qu'on retrouve dans la logique traditionnelle et dans la philosophie de la connaissance plutôt que dans la philosophie de la justice, même si au fond c'est pareil. Qu'est-ce que c'est juger? Ici, Ricoeur le reprend implicitement, hein, il ne prend pas le temps de le redéfinir explicitement en détail. Enfin, c'est quand même le sens qu'il a en tête, et il le dit très rapidement. Hein. Je vais vous citer la phrase dans un instant, mais d'abord rappeler la définition très, très simple du jugement. Juger en philosophie, enfin par exemple chez Kant, dans la philosophie du XVIIIe siècle, l'acte de juger, c'est l'acte de rapporter un cas individuel à une règle. Juger, c'est dire ceci est cela. Rapporter un cas, un objet individuel à une règle ou à une idée générale. Par exemple, ceci est une chaise, je juge que ceci est une chaise. Cet acte est un crime, je juge que cet acte est un crime. Sauf qu'en plus dans l'acte politique du jugement, en plus du rattachement à une règle, il y a l'application de la loi. Mais c'est pareil, vous prenez un acte individuel, vous le rattachez à une loi, puis vous lui appliquez la loi, et c'est ça juger. Donc juger, c'est toujours rapporter l'individuel au général. Juger, c'est toujours rapporter l'individuel au général ou appliquer le général à l'individuel. Donc dans un cas, on est du côté du jugement théorique, et dans un autre cas, on est du côté du jugement pratique. C'est-à-dire, j'applique la loi au cas, bon, je juge. Le juge, c'est ça qu'il fait. On lui dit, voilà, monsieur a volé une orange. Plutôt, il a pris une orange. Ah, il a pris une orange, elle n'était pas à lui. Bon, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est un vol. Je rattache ça à une catégorie. Le vol se punit comme si. J'applique la loi sur le vol à l'acte individuel. Donc, juger, c'est toujours rattacher l'expérience individuelle à un sens général, ou appliquer un sens général à un cas individuel. C'est ça que veut dire juger, tout simplement, dans notre vie. Je juge que c'est bien ou je juge que c'est pas bien. Bon. Donc, c'est le sens le plus général du jugement.
Et en ce sens, la justice, c'est aussi cet art de juger. La justice, ce n'est pas seulement un système de loi, c'est le système d'application des lois à des cas. C'est pour ça qu'on pense que le juge, il ne se contente pas d'appliquer mécaniquement des lois. Il doit ranger les cas sous la loi et parfois aussi faire preuve de ce qu'Aristote appelait l'équité, c'est-à-dire considérer les circonstances individuelles qui fait que le cas est jamais entièrement réglé par la loi et qu'il faut regarder l'individuel et pas seulement le général. Les circonstances peuvent être atténuantes ou aggravantes, etc. Donc le bon juge, c'est aussi celui qui ne se contente pas d'infliger la loi d'une manière absolument mécanique, comme ça, ah oui, il a volé l'orange, boum. Parce que peut-être que c'est encore pire, peut-être qu'il a tué le marchand d'oranges, peut-être que c'est moins grave parce que... etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les exemples qui relèvent du jugement judiciaire, mais ici on parle du jugement médical. Donc en parlant de jugement médical, ce que veut dire Ricoeur, c'est que le problème du médecin, justement, il est très proche de Canguilhem, qu'on a étudié dans les 2 dernières séances, parce que ce que veut dire Ricoeur, c'est que le problème du médecin, c'est toujours le malade individuel. Toujours le cas individuel, toujours la clinique, au sens de l'individuel. En parlant de jugement, justement, il dit on a un homme face à un autre homme et qui doit mettre cet autre homme dans son savoir général. Hein? Je vous cite la phrase de Ricoeur. La faculté de jugement, pour utiliser la terminologie kantienne, donc c'est le sens du mot jugement que je viens de rappeler, rattaché à l'individuel au général, la faculté de jugement en médecine est appliquée à des situations singulières où un patient individuel est placé dans une relation interpersonnelle avec un médecin individuel. Donc parler de jugement médical, on peut trouver ça très abstrait, on peut se dire mais qu'est-ce qui lui prend, hein? Il compare la médecine avec le médecin avec un juge. Mais comparer le médecin avec un juge, c'est pas du tout faire du médecin un fonctionnaire qui applique la médecine comme une loi. Au contraire, c'est faire du médecin technicien ou un artiste, au sens où on a vu chez Canguilhem que la médecine était un art et pas une science. Hein. Un artisan du savoir, au fond, qui est face à des cas et qui est lui-même un individu. Hein. Un patient individuel est placé dans une relation interpersonnelle avec un médecin individuel. Hein. Donc parler de jugement, c'est d'abord parler de relations individuelles, mais justement pas seulement. Et il va y avoir un moment où il va s'agir du général, le moment de la règle de justice, et c'est le moment où va apparaître la contradiction avec la règle. C'est le moment qui va être redoublé par la question de la santé publique. Le problème de la santé publique, c'est justement que, à un moment donné, je ne peux pas juger seulement de l'individuel comme individuel, et moi-même, en tant qu'individu, je dois rapporter le cas aux règles de la santé publique. Et par exemple, dire, j'aimerais bien vous faire telle greffe, ou vous permettre tel scanner, ou vous permettre telle hospitalisation, mais ça coûte trop cher, ou on n'a pas de place, ou il y a des gens avant vous, ou ceci et cela. Et donc, d'une certaine manière, le jugement individuel va rencontrer une contradiction avec à un certain niveau avec la règle générale. Hein. Et le problème de Ricoeur, c'est justement de comprendre, au fond, comment non pas dépasser cette contradiction, parce qu'en fait, pour lui, elle n'est pas dépassable. Et au fond, celui qui prétend la dépasser est toujours un menteur, au fond. Hein. Donc, au fond, l'un des messages du texte de Ricoeur, c'est ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on peut dépasser la contradiction. Ce sont toujours des gens qui vous mentent. Hein. Soit ils vous disent la santé publique peut tout faire, et à ce moment-là, évidemment, ils vous trompent sur l'essence de la médecine. Mais soit ils vous disent aussi, je peux se contenter d'être dans la rencontre individuelle, et ils vous trompent aussi, parce qu'à un moment, on doit passer au jugement médical public, au deuxième niveau, ce qui va être le deuxième niveau du jugement médical. Donc c'est extrêmement important de comprendre que, pour Ricoeur, le but n'est pas de dépasser la contradiction, mais de la situer, au fond, comme un moment irréductible de l'expérience médicale. Comme dans l'expérience de la justice, au fond, d'ailleurs. Hein. Et comme dans l'expérience éthique. C'est-à-dire, le juge, à un moment, il va dire, bon, ok, je comprends l'individu que j'ai devant moi, mais je dois quand même appliquer la loi.
il y a un troisième niveau dont on parlera après, et de même, l'homme tout court dit je dois vivre bien, mais je ne peux pas vivre bien tout seul et je dois défendre des institutions justes. Hein. D'où cette phrase, vivre bien dans des institutions justes avec et pour les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est très pacifique, cette rallonge, cette éthique à rallonge. Elle n'est pas forcément paisible, cette rallonge. Hein. Parfois, je dois choisir entre vivre bien et défendre des institutions justes. Ce n'est pas toujours compatible. Hein. Je dois parfois sacrifier ma vie pour qu'il y ait des institutions justes. Bon. Donc, cette contradiction peut être déchirante. Mais le problème, ce n'est pas de la dépasser, c'est de la respecter. En fait. C'est plutôt de la respecter, de la comprendre et de ne pas la trahir. Bon. Donc, ceci dit, pour Ricoeur, il y a 3 niveaux de ce jugement médical. Et le problème, encore une fois, c'est que pour être pleinement dans la médecine, il faut intégrer les 3 niveaux. Ce qui va être intéressant, d'ailleurs, c'est le 3e qu'on oublie très souvent. Ouais. Justement, je ne l'ai pas encore décrit. Merci, parce que j'allais y arriver. J'ai dit ce qui va être intéressant, c'est le 3e, mais il faut justement... Je n'ai pas encore dit le 1er, justement. Enfin, je l'ai un peu dit, mais je vais le développer maintenant. Maintenant, on va reprendre les 3. Donc, tout à fait. Merci de la question, parce que j'y arrive. Hein. Donc, justement, quel est le premier niveau? Alors, le premier niveau, c'est justement le niveau, disons, de l'individuel. Hein. Disons, de la compréhension du cas individuel pour lui-même. C'est un niveau que Ricoeur appelle, prenant un terme grec, le niveau de la prudence. Au sens, la prudence, c'est une sagesse de l'individuel, une sagesse du cas. Hein. Sagesse du cas. On n'applique pas de règles, mais on est au fond dans la rencontre clinique. Et pour Ricoeur, ce qu'il appelle le noyau éthique de cette première dimension, qui est vraiment la relation d'individu à individu, c'est ce qu'il appelle le pacte médical. Le pacte médical qui est un pacte de confiance, mais qui est un pacte d'individu à individu. Il a un caractère intime. Le pacte de soins, il a un caractère intime, interindividuel. Mais ce pacte, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il est éthique? C'est parce que d'après Ricoeur, je ne vais pas avoir le temps de développer, c'est un petit texte mais très très riche. Hein, ce qui est intéressant dans le terme de pacte, c'est qu'on est au premier niveau, hein, justement, d'individu à individu. Il y a un médecin qui rencontre un patient. Hein, il y a une phrase très célèbre que Foucault tournait en dérision, on l'a vu la dernière fois, et que Canguilhem a respecté, mais que Ricoeur retrouve aussi, mais qui est un peu dissymétrique. Ricoeur la corrige en quelque sorte. Hein. Je crois que la phrase, je ne sais plus de qui elle est exactement, mais c'est une phrase qui dit la médecine, c'est une... Alors peut-être certains d'entre vous la connaissent, mais peut-être me tromper dans le sens, mais c'est une conscience qui rencontre une confiance. Ou bien c'est l'inverse, je ne sais plus trop, mais on voit ce que ça veut dire. Bon, hein. Une conscience qui rencontre une confiance, et c'est une rencontre un peu dissymétrique où finalement l'homme affaibli, le malade, fait confiance à un homme compétent. Hein, donc lui, il y en a un qui est affaibli et l'autre l'un qui est dans une situation de faiblesse et l'autre qui est dans une situation de pouvoir ou en tout cas de capacité, hein, pas forcément de pouvoir au sens politique, mais de capacité, de savoir. Et voilà, il y a cette dissymétrie. Mais ce que dit Ricoeur, c'est que déjà dans ce premier niveau, il y a une relation dans les deux sens. Une relation dans les deux sens. Un pacte médical. Chacun doit faire un bout du chemin, dit Ricoeur. Et chacun doit faire un bout du chemin. Dans le pacte de soins basé sur la confiance. Le médecin s'engage à soigner, mais le malade s'engage, dit Ricoeur. C'est assez fort, c'est un passage assez important qu'il faudrait discuter aussi aujourd'hui dans le contexte de l'éducation thérapeutique et de ce qu'on appelle l'observance des soins, la compliance, certains parfois. Hein. Le malade s'engage à se soigner. Le médecin s'engage à soigner, mais le malade s'engage à se soigner. Il y a un pacte de confiance. Seulement, le propre de ce pacte de confiance, c'est qu'il est d'individu à individu. Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste implicite. Il ne se base pas sur un texte de loi.
il se base dans la rencontre elle-même, dans l'exigence de la médecine. Comme telle, dans la rencontre individuelle du patient et du soignant. Et au fond, c'est ce pacte-là qui est quand même, pour Ricoeur, le premier niveau de l'éthique médicale. Premier niveau de la relation clinique, la relation du médecin au malade. C'est pourquoi d'ailleurs, nous ressentons comme une violence l'intrusion du deuxième niveau, ce qui va arriver dans le deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau juridique, le niveau de la loi, dans le premier. Nous la ressentons comme une violence parce que, par exemple, quand on nous dit, voilà, vous allez signer une décharge. Signer une décharge, ça veut dire, je vais respecter votre droit, mais ça vient à la fois, c'est censé venir renforcer la confiance, mais en fait, ça l'affaiblit. Pourquoi est-ce que ça affaiblit la confiance? Parce que ça n'est plus de l'ordre de la confiance. C'est de l'ordre ce que Ricoeur, dans le deuxième temps, va appeler le contrat. Et le contrat, ce n'est pas du tout la confiance. Parce que le contrat, ça passe par une règle générale, explicitée, et non pas par une relation individuelle implicite. Et donc le problème, c'est que le contrat, bien loin de renforcer la confiance, vient l'affaiblir. Quand on vous dit signez là, on dit oulala, qu'est-ce qu'on veut? Mais par contre, je ne veux pas avoir confiance dans un contrat général, mais dans une personne individuelle. La confiance, c'est plus une relation de personne à personne que de personne à système, que de personne à loi. Mais en réalité, Ricoeur va montrer qu'il faut à un moment passer au niveau du contrat. Et ce deuxième niveau qui va être celui du contrat, c'est là que va intervenir la santé publique et le rapport aux institutions. Mais évidemment, le point important, c'est que avant le contrat médical, il y a le pacte de soins. Avant le contrat médical, il y a la relation individuelle, et sans cette relation individuelle, il ne peut pas y avoir le deuxième niveau. Mais le premier niveau, pour autant, ne suffit pas. Donc, vous voyez pourquoi il s'agit du premier niveau du jugement médical, c'est que c'est un individu qui rencontre un autre individu. Il le fait certes rentrer dans un régime de jugement, c'est-à-dire il entre dans du général, il utilise son savoir général de la maladie. Par exemple, il dit tu as la grippe. Donc il fait rentrer ce cas individuel dans un savoir général, mais il le fait sur le fond d'un je et d'un tu, comme dirait l'autre, c'est-à-dire une relation inter-individuelle. Et sur le fond, comme dit Ricoeur, qu'on soigne toujours un individu. Je vous cite là aussi ce passage. Ce premier plan donc, implique ce qu'il appelle la reconnaissance du caractère singulier de la situation de soins et d'abord du patient lui-même. Cette singularité implique le caractère non substituable d'une personne à l'autre. La diversité des personnes humaines fait que ce n'est pas l'espèce que l'on soigne, mais à chaque fois un exemplaire unique du genre humain. Ce n'est pas l'espèce que l'on soigne, mais à chaque fois un exemplaire unique du genre humain. Bon. Et donc, voilà la force de ce pacte. Et je vais vous citer une dernière phrase de ce premier temps qui est très intéressante, parce que pour Ricoeur, c'est seulement s'il y a ce pacte de confiance qu'il y a dans la relation de médecine, malgré la situation de pouvoir, une situation de respect qui va se traduire dans le langage. Et il a toujours été très attentif au langage, et c'est déjà une première allusion à l'hôpital que je voudrais vous citer ici, à la fin de cette première section du texte.
Le problème de la maladie, c'est qu'elle implique ce qu'il appelle la régression à une situation de dépendance. Et je continue parce que je vais commenter ce passage. La situation de dépendance menace ce que Ricoeur appelle le sentiment d'estime personnelle. Je cite ce passage parce qu'il est très important dans notre contexte. C'est essentiellement le sentiment d'estime personnelle, estime de soi, disent aussi certains philosophes. C'est essentiellement le sentiment d'estime personnelle qui est menacé par la situation de dépendance qui prévaut à l'hôpital. La dignité du patient n'est pas menacée seulement au niveau du langage, mais par toutes les concessions à la familiarité, à la trivialité, à la vulgarité, dans les relations quotidiennes entre membres du personnel médical et personnes hospitalisées. La seule manière de lutter contre ces comportements est de retourner à l'exigence de base du pacte de soins, à savoir l'association du patient à la conduite de son traitement, au pacte qui fait du médecin et du patient, et ça c'est une formule très importante, au pacte qui fait du médecin et du patient des alliés dans leur lutte commune contre la maladie et la souffrance. Le pacte qui fait du médecin et du patient des alliés dans leur lutte commune contre la maladie et la souffrance. C'est extrêmement important. Au niveau du pacte de soins, c'est cette situation d'égalité qui est très importante. Le malade est affaibli, le médecin est compétent, mais ils sont quand même égaux, parce qu'ils sont alliés contre un même adversaire qui est la maladie. Et cette idée du pacte est donc tout à fait importante. Et c'est la seule manière de lutter contre ce qui va venir avec l'hôpital, et qui est presque inévitable aussi, qui est plutôt la dissymétrie créée par l'institution, par la professionnalisation, par la juridicisation, qui va accentuer l'écart entre le malade et le médecin. La situation de dépendance qui prévaut à l'hôpital. Et je relis cette phrase. La seule manière de lutter est de retourner à l'exigence de base du pacte de soins, le pacte qui fait du médecin et du patient des alliés dans leur lutte commune contre la maladie et la souffrance. Donc, ce qui est une phrase effectivement très, très importante. Alors, pourquoi faut-il passer à un deuxième niveau ? Pourquoi faut-il passer à un deuxième niveau qui va impliquer, déjà au niveau de la relation individuelle, le passage à la santé publique, en un certain sens, avant même l'hôpital. Le nom même que Ricoeur donne à ce deuxième niveau va nous permettre de le comprendre. Le deuxième niveau, c'est ce qu'il appelle le niveau déontologique. Le niveau déontologique. Il va aussi relever du contrat médical. Déontologique, aujourd'hui, on réserve ce terme à un usage très particulier. Vous savez ce que c'est que la déontologie ? La déontologie, c'est les obligations qui sont liées à une profession déterminée. Par exemple, il y a une déontologie médicale, justement, ou une déontologie judiciaire, ou une déontologie professorale, ou une déontologie gouvernementale, ou une déontologie... Chaque métier a sa déontologie. Et là, c'est à ce sens-là que Ricoeur le reprend, d'ailleurs. Mais déontologie, en grec, c'est juste le discours ou la science du devoir en général. On appelle déontologique tout ce qui relève du devoir, de l'obligation. Mais en pratique, aujourd'hui, on l'emploie à propos d'obligations particulières, liées à des métiers particuliers. Par exemple, si on pourrait citer la déontologie du journaliste. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que pour Ricoeur, on passe au deuxième niveau, au niveau général, au niveau de la justice, au niveau des règles explicites, au niveau de la loi, à travers l'expérience déontologique d'abord du médecin lui-même. L'expérience déontologique du médecin lui-même qui surgit de la possibilité dans le pacte de trahir le pacte de soins. Au fond, c'est la possibilité du négatif, de la transgression, de la violation du pacte de soins, de différentes façons, qui oblige à passer à l'explicitation d'une loi. Et l'exemple typique, le premier exemple qui survient, c'est l'exemple du serment d'Hippocrate.
l'exemple du serment d'Hippocrate, c'est-à-dire le médecin est face à son malade, mais ce faisant, il a aussi un certain pouvoir sur le malade. Hein. Au fond, le serment d'Hippocrate, c'est extrêmement surprenant parce que ça n'a rien à voir avec la médecine en apparence. Hein. Le serment d'Hippocrate, c'est que prêtent encore tous les médecins et qu'a énoncé Hippocrate, en effet, hein, c'est de ne pas révéler ce qu'on a vu chez le malade. C'est là-dessus que porte le serment d'Hippocrate. Tu ne diras pas ce que tu as vu, pas seulement sur le corps du malade, mais dans sa maison, par exemple. Le médecin est admis dans la maison du malade et il a par cet accès, il a un pouvoir, en fait. Il a un pouvoir de trahison possible. Il a un pouvoir de trahison. Donc, d'une certaine façon, le pacte de soins qui est implicite, il pourrait rester implicite s'il n'y avait jamais de transgression, s'il n'y avait jamais de violence possible. Or, cette violence, elle peut prendre différentes formes, et même des formes apparemment non médicales. C'est-à-dire si le médecin qui, d'une certaine façon, il peut croire qu'il est un bon médecin, il a guéri son malade, mais juste il est allé dire à tout le monde ce qui se passe dans la maison, hein, où il est allé dire à tout le monde, il a violé le secret médical, qui fait partie pour Ricoeur des premières exigences déontologiques. Il faut formaliser. La déontologie, c'est une obligation qu'on doit formaliser, hein, qu'on doit écrire, qu'on ne peut pas se contenter de ressentir. Il faut, d'une certaine manière, la prescrire, la formaliser. Et dans la longue formalisation de la déontologie médicale au cours des siècles, il y a eu effectivement... On voit bien que déjà dans le serment d'Hippocrate, il y a quelques éléments très importants, notamment la confidentialité, hein, le secret. Mais on pourrait dire, évidemment, la confidentialité, c'est une notion qui prolonge celle de confiance. Hein. Si on se confie, c'est confidentiel. Sauf que la confidentialité, c'est la formalisation de la confiance. Si je dis à un ami c'est confidentiel, c'est mauvais signe, c'est que je n'ai pas confiance. Donc le problème, c'est que dès qu'on doit énoncer la confidentialité, c'est qu'on a dépassé le niveau de la confiance pour devoir passer au niveau du contrat, pour devoir passer au niveau de la règle. Et pour Ricoeur, au fond, le niveau de... la relation médicale passe nécessairement par l'énoncé de certaines règles, de certaines limites, l'énoncé de certaines limites générales, l'énoncé de certaines règles et de certaines lois, l'énoncé d'une déontologie. Et il est impossible de réduire la pratique médicale à la relation individuelle pour les raisons de la trahison et les raisons aussi, évidemment, de ce que Ricoeur appelle aussi le conflit. La fonction aussi du jugement déontologique est d'arbitrer une multiplicité de conflits surgissant sur les frontières d'une pratique médicale d'orientation humaniste. L'arbitrage entre des conflits a toujours constitué la partie critique de toute déontologie. La partie critique de toute déontologie. Donc on ne peut pas se passer de déontologie. Or, selon Ricoeur, cette formalisation, et c'est là qu'on retrouve le point de départ de la séance d'aujourd'hui, cette formalisation de la déontologie médicale, elle a aujourd'hui deux extensions nouvelles. Une extension liée à l'extension de la recherche, c'est-à-dire la médecine comme savoir, et une extension liée à l'extension de l'institution, la santé publique précisément. Du côté de la recherche, Ricoeur montre qu'il y a une contradiction possible entre les exigences du savoir médical et les exigences du côté de la recherche. Le développement même de la médecine comme science peut amener à contredire la médecine comme soin. Cet écart le plus grand, évidemment, il est à l'origine, on l'a déjà évoqué, des premières lois de bioéthique, c'est-à-dire les lois contre les pratiques des médecins nazis qui avaient toujours un prétexte dans la recherche. C'est-à-dire c'était, au fond, le sommet du divorce entre la médecine comme recherche et la médecine comme clinique. Mais
d'une certaine manière, ce qu'on appelle bioéthique, c'est toujours aussi une sorte de limitation par des règles de la médecine comme recherche au nom de la médecine comme soin. La clinique et la recherche ont une frontière commune le long de laquelle des conflits surgissent inéluctablement, dit Ricoeur. Les progrès de la médecine dépendent largement de ceux des sciences biologiques et médicales. Et la raison ultime de ce divorce, c'est tout à fait important de l'expliquer et de le formuler comme il le fait aussi, la raison ultime de ce divorce, c'est que le corps humain, c'est une phrase très, très forte aussi, le corps humain est à la fois la chair d'un être personnel, et un objet d'investigation observable dans la nature. Donc je cite à nouveau, le corps humain est à la fois la chair d'un être personnel, on emploie le mot chair pour dire que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais objectiver, c'est quelque chose de vécu, c'est une expérience sensible, chair d'un être personnel et objet d'investigation observable dans la nature. Et un peu plus loin, il dit, la personne humaine n'est pas une chose, et pourtant son corps est une partie de la nature physique observable. La personne humaine n'est pas une chose, et pourtant son corps fait partie de la nature physique observable. Donc là, ça va être comme dans la santé publique, il y a une contradiction, et là aussi, inévitable. C'est-à-dire, je peux voir mon corps, on pourrait résumer, du dedans ou du dehors, mais l'idée celle que défendait Foucault la dernière fois, l'idée que le corps vu du dehors est forcément une violence, ça n'est pas vrai non plus, parce que la recherche est aussi une nécessité. Mais c'est ce double aspect du corps humain qui est au cœur des conflits possibles entre la clinique et la recherche, la médecine comme soin et la médecine comme science. Et ce conflit oblige à une déontologie. Et le deuxième conflit, c'est le conflit que j'ai déjà évoqué entre la souffrance privée et la santé publique. Notre formulation de ce conflit, le second front, dit Ricoeur, le second front, il parle en termes militaires, si on veut, le second front suit la ligne incertaine de partage entre le souci du bien-être personnel du patient, et la prise en compte de la santé publique. Or, un conflit latent tend à opposer le souci de la personne et de sa dignité et le souci de la santé comme phénomène social. Un conflit latent tend à opposer, donc là on a rejoint notre problème de départ, un conflit latent tend à opposer le souci de la personne et de sa dignité, d'un côté donc, et de l'autre côté, le souci de la santé comme phénomène social. La santé comme phénomène social. C'est là le type de conflit, dit Ricoeur, qu'un code, tel que le Code français de déontologie médicale, tend, sinon à dissimuler, du moins à minimiser. C'est vrai qu'il cite l'article 2 du Code de déontologie médicale, qui reconnaît le conflit, mais qui l'escamote en même temps qu'il le reconnaît. Dans son article 2, dit Ricoeur, le Code pose que le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Cet article, dit Ricoeur, est le modèle du compromis. C'est-à-dire, il fait comme si c'était toujours possible de faire les deux. Mais en réalité, il escamote la contradiction qui fait le tragique de la médecine et qu'il ne s'agit pas de pouvoir dépasser. Donc, vous voyez bien la stratégie de Ricoeur. La stratégie de Ricoeur, c'est de dire ce conflit-là est indépassable. Mais en fait, déjà, on l'a en partie relevé, ce défi-là, cette contradiction, on l'a relevé déjà en la situant par rapport à un premier état de jugement médical qui est individuel. Et on a déjà le pacte de confiance. Donc, le conflit reste là, il est très violent, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, je vais le rencontrer, on va traiter mon corps comme un objet et puis on va me traiter comme un membre de la société parmi d'autres, et c'est normal, en un sens, même si c'est violent. Mais si on a bien suivi le mouvement du texte, ce conflit est déjà en partie apaisé parce qu'en réalité, il ne devrait surgir. Ce n'est pas toujours le cas.
Et il ne devrait surgir qu'après le pacte de confiance. Le pacte de confiance ne va pas empêcher le conflit de surgir, mais il va, en quelque sorte, précéder le surgissement du conflit et lui fournir, en quelque sorte, la base humaine qui fait que ce conflit, au moins, est partagé, en quelque sorte. Il s'agit moins de dépasser la contradiction que de la partager. Et en fait, la violence du conflit viendrait surtout du fait qu'il ne surgisse pas sur le fond d'un partage. Le partage ne va pas empêcher le conflit. Il faut toujours être dans la relation individuelle. À un moment, il y aura la science et l'institution. Mais le partage du problème fait déjà, au fond, beaucoup pour, encore une fois, non pas faire disparaître, mais pour au moins permettre que le problème ait un sens. Hein, se fait sur le fond de la relation clinique. Donc voilà les deux premières dimensions. Et puis il y en a une troisième, évidemment. Il y en a une troisième. Et c'est ce que Ricoeur va appeler le troisième niveau du jugement médical. Et ce troisième niveau du jugement médical, il va consister à inscrire la médecine dans une éthique ou dans une morale plus large. Dans une philosophie de la vie humaine qui peut prendre la forme d'une éthique laïque ou religieuse, d'une philosophie ou d'une autre, mais qui, d'une certaine manière, va situer l'éthique médicale dans les conflits de la vie humaine en général. Va rechercher la justification de l'éthique médicale dans la vie humaine en général. Va revenir à la vie humaine, en quelque sorte. Et va situer la maladie sous l'horizon le plus large de la mort, va situer la médecine sous l'horizon le plus large de la violence et du pouvoir, et au fond va inscrire la médecine, encore une fois, dans la vie humaine en général. Et donc le souci de Ricoeur, on le voit bien, hein, et donc là il va parler aussi de la société démocratique, qui permet à chacun d'inscrire la pratique médicale dans l'éthique de son choix, finalement, ou dans la religion de son choix, étant entendu que c'est un niveau de la relation qu'il ne faut pas confondre avec les deux premiers. C'est-à-dire, une fois qu'on a les deux premiers, après, on peut situer la médecine dans une sorte de philosophie de la vie, dans un espace social où coexistent plusieurs philosophies de la vie. Le titre que Ricoeur donne à cette section, c'est un titre très parlant, c'est ce qu'il appelle le non-dit des codes. Le non-dit des codes. C'est-à-dire ce qui ne se trouve pas dans un code de déontologie. Donc il y a une sorte de morale plus profonde, mais qui, d'une certaine façon, est plus profonde, mais moins importante, en un certain sens. C'est-à-dire qu'à la limite, il vaut mieux avoir la déontologie et pas cette morale que cette morale-là sans la déontologie. C'est plus important pour le malade d'avoir le pacte de confiance, la déontologie médicale, que d'avoir une morale générale. Il faut commencer par la morale imposée par la situation, c'est-à-dire par la maladie. Donc, le malade, il ne veut pas rencontrer un être moral en général, il rencontre d'abord le médecin dans son geste clinique et dans le respect de ses règles de déontologie, même s'il y a contradiction entre les deux. Et ensuite seulement, il rencontre il peut rencontrer un autre homme qui a des sortes de compréhension de la vie humaine dans son ensemble, qui intègre la souffrance dans une conception du bien. Quel lien faisons-nous entre la demande de santé et le souhait de vivre bien? Comment intégrons-nous la souffrance et l'acceptation de la mortalité à l'idée que nous nous faisons du bonheur? Comment une société intègre-t-elle dans sa conception du bien commun les strates hétérogènes déposées dans la culture présente?
par l'histoire de la sollicitude, l'ultime fragilité de l'éthique médicale résulte de la structure, je saute un peu, de la moralité commune. Donc l'éthique médicale s'inscrit dans la moralité commune, s'inscrit dans la vie morale en général. C'est là qu'on retrouve donc les trois pans de l'éthique tout court selon Ricoeur. C'est-à-dire l'éthique comprend trois parties en réalité. Et très souvent, il explique dans Soi-même comme un autre que le propre de l'éthique, c'est que elle vient de l'expérience, elle passe par la règle et elle revient à l'expérience. Elle vient de l'expérience, elle passe par la règle et elle revient à l'expérience. Et même, je pense qu'on peut reprendre à Ricoeur cette structure d'une façon tout à fait générale. Moi, je la reprendrai un peu différemment, mais tout à fait de la même façon malgré tout. Et surtout, elle permet aussi de comprendre une distinction finalement qui peut paraître très abstraite, mais que Ricoeur a très clairement définie, qui est la distinction entre éthique et morale. Finalement, en généralisant, et c'est ce qu'il fait dans Soi-même comme un autre, pour Ricoeur, au fond, la morale, ça n'est que la deuxième partie de l'éthique, c'est l'énoncé des règles générales. Une forme c'est proche de la loi, de la justice, etc. L'éthique, c'est la rencontre du problème moral dans la vie individuelle. C'est-à-dire, tout à coup, j'ai un homme malade devant moi, qu'est-ce que je dois faire? On n'est pas encore dans la morale, c'est-à-dire dans l'énoncé des règles. On est juste dans la situation éthique. Et puis après, une fois que j'aurai énoncé la règle morale, je dois faire ci et ça, serment d'Hippocrate, ou bien n'importe quelle règle générale, je vais retrouver la vie concrète des hommes, la vie éthique de l'humanité. Mais il y a un moment d'énoncé de la règle, qui est le moment de la morale proprement dite. C'est ce qui va distinguer la morale de l'éthique. Si on vous demande est-ce qu'il y a une différence entre la morale et l'éthique, c'est à la fois oui et non. Il n'y a pas de différence parce qu'elle traite le même problème. Mais il y a une très profonde différence, c'est que l'éthique, c'est la rencontre individuelle du problème dans la vie, j'allais dire. Et la morale, c'est la recherche ou l'énoncé des règles pour répondre au problème. C'est-à-dire l'énoncé d'un principe général qui, encore une fois, ne peut jamais entièrement suffire. Celui qui pense qu'il suffit d'appliquer la règle, peut-être un moraliste, mais ce n'est pas forcément quelqu'un d'éthique. C'est tout le problème de la morale parfois attribuée à Kant. On dit souvent que la morale kantienne, c'est justement une morale du devoir en général, parce qu'elle refuse d'écouter le cas individuel. L'impératif catégorique, tu dois justement toujours généraliser. Donc comme tu dois respecter le serment, par exemple un serment, la promesse est une des premières règles de la morale selon Kant. Ok, j'ai promis que je ne mentirai jamais, mais et ça c'est un exemple qu'on trouve déjà chez Kant, très célèbre, avant 1800, ou juste après. Mais si des soldats viennent arrêter un ami innocent sur les ordres d'un dictateur, est-ce que je dois leur dire qu'il est caché dans mon grenier? Et Kant dit oui, parce que je dois respecter la loi universelle qui dit « tu ne mentiras pas ». Donc il n'y a pas en un certain sens, il n'y a pas d'exception individuelle à la règle générale. Bon. En fait, c'est un peu plus compliqué, mais Kant est connu pour ses conflits voilà, ou bien voilà, un homme très riche m'a confié un trésor avec lequel je peux sauver 20 familles pauvres. Il meurt, sa famille a des millions de thalers, disait l'Allemagne de Kant. Donc ils n'ont absolument pas besoin de ce coffre. Je peux sauver avec elle tout le village. Est-ce que je dois rendre le coffre à la famille riche? Oui. Parce que c'est la règle et parce que la règle ne souffre pas d'exception. Bon, donc le problème, c'est que on doit à un moment passer par la règle. Il y a une sorte de violence de la règle, mais une violence de la règle qui fait partie de l'expérience morale de l'humanité. Et c'est cette question, au fond, qu'on va rencontrer aussi dans le conflit entre souffrance privée et santé publique. Et on l'avait rencontré déjà chez Rousseau, vous vous en souvenez, dans l'expérience de la pitié qui devient la justice, c'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que, à un moment donné,
on doit dépasser la compassion individuelle pour arriver au niveau de la règle générale. Et on ne peut pas le faire sans mesurer le conflit qu'il y a entre les deux. Mais la morale là, de Ricoeur, dans le cas de l'éthique médicale comme dans les autres cas auxquels il l'a appliqué, ça consiste à dire, bon, n'oublions pas que la morale vient de l'expérience et y retourne, même si elle s'en sépare. Surtout pas croire que cette origine éthique et cette application éthique vont faire disparaître la spécificité de la morale. Ça n'est pas vrai. À un moment, vous devrez passer par la règle. Et c'est ce qui fait que le jugement médical, et c'est pour ça que ce terme, ça peut surprendre ce titre, les 3 niveaux du jugement médical. Et justement, c'est un titre tout à fait assumé, c'est-à-dire il y a cette tension entre l'individuel et le général qui fait que le médecin est à la fois un individu face à un individu, mais qui est aussi situe cette individualité dans des règles et qui se soumet lui-même à des règles. Et c'est tout le problème de la relation entre le jugement et la justice. Et, bon, parfois, le sommet de l'injustice, c'est d'appliquer la justice, justement. C'est tout le paradoxe de le degré de la justice. Mais pour dépasser la règle, encore faut-il être passé par la règle. Donc, tous les philosophes qui ont essayé de montrer qu'il fallait que le juge profond dépasse la règle de justice, c'est présent chez Aristote, comme je disais, ou dans les pensées de Pascal aussi, de façon magnifique. Mais tous ces philosophes-là ont expliqué que celui qui veut se passer de la règle, il y a 2 manières de se passer de la règle, c'est sans y accéder, et ça c'est quand même la violence en un certain sens, ou bien en l'ayant traversé, en ayant fait l'expérience. Et là, on est dans une forme de sagesse supérieure, en quelque sorte, supérieure à la règle et non pas inférieure à la règle. Et donc ce problème, on le retrouverait dans la question de la tension entre la souffrance privée et la santé publique. Au fond, c'est la phrase que je voulais commenter, c'était juste cette phrase-là, la souffrance est privée et la santé est publique. Parce que, au fond, c'est une manière de dire que la contradiction qu'on a vue la dernière fois, elle est insurmontable et en même temps, on peut la situer, lui donner un sens. Elle fait partie de l'expérience humaine et c'est par ce biais que la contradiction introduite par l'expérience hospitalière dans le soin fait partie de la vie humaine en général. n'est pas arrivé là par hasard. Quand on est tiraillé entre la relation individuelle et l'expérience politique, on est simplement à un degré un peu plus fort d'une tension qui est partout présente dans la vie humaine. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour ce qui est du cours lui-même aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on peut prendre 5 minutes quand même.